Historia vous invite à découvrir les mercredis de l'histoire. Mafia, un mot de 5 lettres connu dans le monde entier. Un mot qui évoque toujours l'Italie et qui fait peur. Contrairement à pizza, gelato, espresso, cappuccino, Chianti, mafia n'est pas un mot italien. Omniprésent, les marques et produits italiens ont fait le tour du globe, mais pas la moindre trace de la mafia. Aujourd'hui, pourtant, elle infiltre le monde entier. Une réalité qu'on préfère ignorer. Lorsque des règlements de compte sont imputés à la mafia, comme par exemple à Duisbourg, en août 2007, les criminels sont expulsés vers l'Italie le plus rapidement possible. Après tout, la mafia est un problème italien. Une croyance erronée. Partout dans le monde, la mafia a un bel avenir devant elle. La clé de cette prospérité réside dans sa longue histoire. Depuis le début, la mafia n'a eu qu'un seul objectif. Presser comme un citron tout ce qui lui tombait entre les mains, et puis le jeter. Un programme plus que jamais d'actualité. La mafia existe depuis des siècles. Sur quoi repose sa longévité? Qu'est-ce qui fait sa force? À qui profite cet affairisme qui sème la terreur et la mort? Qu'est-ce qui a permis son ancrage dans les sociétés d'Italie du Sud et quel est le secret de son apparente invincibilité? Pourquoi a-t-elle précisément vu le jour dans le sud de l'Italie? Il a fallu attendre le milieu du XXe siècle pour que des historiens s'intéressent à la genèse de la mafia. Enzo Ciconte est l'un d'eux. Les sources sont plutôt maigres. En revanche, il existe un mythe fondateur propagé par la mafia elle-même. Il était une fois 3 chevaliers espagnols qui s'appelaient Osso, Mastrosso et Carcagnoso. On raconte qu'ils sont arrivés en Italie sur l'île de Favignana en 1412. Pendant 29 ans, cachés dans les grottes de l'île, ils ont étudié ce qu'on appelait les règles sociales. Quand ils sont ressortis, Osso, Mastrosso et Carcagnoso se sont séparés. L'un est resté en Sicile et a donné naissance à la mafia. Un autre a traversé le détroit pour arriver en Calabre et fonder la 'Ndrangheta. Le dernier, lui, s'est installé à Naples et a créé la Camorra. Cette légende révèle avant tout le besoin des mafieux de se constituer une généalogie, des origines qui leur manquaient. Mais elle nous raconte aussi que dans l'imaginaire mafieux, mafia, camorra et 'ndrangheta ont la même matrice. Une matrice culturelle et physique incarnée par 3 chevaliers espagnols. Pourquoi les mafiosi se réclament-ils de l'Espagne? Pourquoi, dans cette généalogie inventée de toutes pièces, leurs ancêtres sont-ils des chevaliers et des aristocrates espagnols? La nation italienne ne s'est unifiée qu'en 1861. À partir du XIIIe siècle, et à l'exception de quelques brèves interruptions, l'Italie du Sud est dominée par les Espagnols. Au XIXe siècle, quand les 3 principales organisations de la mafia voient le jour en Sicile, en Calabre et en Campanie, le sud de l'Italie appartient encore à la branche espagnole des Bourbons et se nomme Royaume des 2 Siciles depuis 1816. En résumé, les mafias sont nées sur le territoire espagnol. Ces 3 régions appartenaient au même royaume. Il paraît donc logique que l'histoire des mafias méridionales soit liée à celle du royaume des 2 Siciles ou royaume des Bourbons. C'est en Sicile que l'influence espagnole dure le plus longtemps. Quand on débarque en Sicile aujourd'hui, à Palerme, la capitale, on est gagné par cette impression qu'éprouvaient de nombreux voyageurs autrefois,
le sentiment d'être à l'étranger, sur une île qui ne fait toujours pas partie de l'Italie ou même de l'Europe. Mais qu'est-ce qui rend la Sicile si différente? Des siècles de domination arabe et normande, ou l'empreinte laissée par l'Espagne catholique? Pour les Espagnols, la Sicile était une colonie, au même titre que les terres conquises en Amérique latine. L'Espagne a joué un rôle fondamental dans la formation et le développement de la mafia. Durant la période espagnole, l'échange entre faveurs et soutien était la règle. On ne progressait pas grâce au mérite, mais grâce au service rendu au roi et aux puissants. Les organisations mafieuses sont nées de cet usage culturel. La Sicile a toujours été une terre de confins, en prise directe avec l'adversaire le plus puissant de l'Occident chrétien, le monde arabe. Aujourd'hui encore, le paysage urbain de Palerme reste dominé par des monuments qui témoignent d'un catholicisme militant, missionnaire et conquérant. À l'heure actuelle, d'autres images hantent les esprits. Des attentats d'une violence inouïe, perpétrés au cours des 40 dernières années contre les représentants de l'État italien, de sa justice et de ses forces de l'ordre. Ici, l'usage de la force et de la violence relève d'une longue tradition qui remonte à l'Inquisition importée par les Espagnols. À l'époque, on combattait les prétendus hérétiques en leur infligeant des châtiments exemplaires, suffisamment cruels pour être dissuasifs. Des fresques murales dans une ancienne prison. Pour prouver leur innocence, les victimes de l'Inquisition glorifient la papauté, l'armada espagnole et ses chevaliers, les reines et les rois d'Espagne. Mais en vain, car les victimes sont vouées au pire supplice et souvent condamnées au bûcher. Dans la conscience populaire, en revanche, le mythe des guerriers de Dieu a perduré jusqu'à nos jours. Les chevaliers s'engagent à défendre les croyants pour lutter contre tous les ennemis de l'Église. La mafia sicilienne se réclame de ce mythe depuis ses origines, bien que les hommes d'honneur n'aient aucun scrupule à se salir les mains dans les affaires les plus douteuses. Leur devise, servir, obéir et se taire. On estime à 10 000 le nombre d'assassinats commis par la mafia depuis 1948. Si plus de 90% d'entre eux ont touché des membres de clans rivaux, 1 millier de personnes n'ayant aucun lien avec la mafia ont également trouvé la mort. Concentration sur les affaires les plus rentables, élimination de tous les concurrents, contrôle du territoire par la violence, la terreur, le chantage et la corruption, et redistribution d'une partie du butin aux membres du clan. Le code d'honneur de ces chevaliers du crime, l'amour du risque et le silence en toutes circonstances. Le premier meurtre fait office d'adoubement et chaque incarcération apporte de nouveaux quartiers de noblesse. Donner des ordres à 20, 200, 2000 hommes, fonder une famille, avoir une descendance et honorer les ancêtres qui ont prospéré grâce à leurs marchés illicites de génération en génération depuis plus d'1 siècle et demi. Une ascension prodigieuse pour sortir du lot commun des miséreux de l'Italie du Sud. En Italie et aux États-Unis, les noms de certains ancêtres mafieux figurent dans des dossiers judiciaires dès le XIXe siècle. Pour eux, le rêve d'une aristocratie mafieuse était devenu réalité. Beaucoup ont fait fortune aux États-Unis, grâce à la drogue, aux jeux de hasard, aux meurtres sur commande, à la prostitution. Là-bas, le code d'honneur s'est bien vite réduit à la capacité de réaliser le plus de profit possible. L'aura de la mafia repose aussi sur ses rites d'intégration mystérieux, mêlés de cérémoniales maçonniques et catholiques. Pratiques et symboles obscurs, et toujours des images saintes, des versets bibliques.
Ceux qui violent le serment de fidélité le paient de leur vie. Les mafias se sont transformées en cartels internationaux armés d'une technologie de pointe. Leurs fils étudient à Cambridge, Harvard ou Berlin. Elles emploient des conseillers fiscaux, des experts financiers, des avocats et des prête-noms. Elles soudoient des fonctionnaires, des hommes politiques, des managers, noyautent de plus en plus de systèmes économiques et financiers. Elles sont capables de placer des sommes colossales qu'elles possèdent aux quatre coins du monde, rien qu'en claquant des doigts. De prime abord, leur élite ne se distingue pas de la bourgeoisie traditionnelle, plus ou moins respectueuse des lois. Et même les valeurs qu'elles transmettent à leurs descendants sont socialement reconnues depuis longtemps. Donne-toi toujours un but précis, ne te laisse pas abattre, courage, frappe si on te frappe, ne commets pas d'erreur. Oh, non sbagliare, concentrati, dai. Bravissimo, così, così. Così, bravo, vai, vai. Testa alta, bravissimo, bravo. À celui qui arrive au sommet de la hiérarchie, tout est permis, ou presque. Seule condition, ne pas mettre l'organisation ou la famille en danger. Les mafias comptent probablement 150 000 membres actifs, moins de 1% des 20 millions d'habitants d'Italie du Sud. Le seul risque, une mort précoce. Mais la mort elle-même est une consécration. Elle permet de figurer dans la galerie des ancêtres de l'aristocratie mafieuse. Aujourd'hui, les écoliers d'Italie du Sud connaissent bien mieux les chefs et les grandes familles de la mafia que les artisans de l'unité nationale italienne. Les mafiosi ont toujours été couverts par l'Église catholique, qui avait besoin d'une organisation faisant régner l'ordre dans les campagnes et les villes. Les mafieux se présentent toujours comme de bons catholiques, des croyants, des gardiens de la foi. Pourquoi? En raison de leur conservatisme. D'autre part, les mafieux avaient besoin d'approbation. Et dans une société aussi catholique que la société méridionale, il valait mieux avoir l'Église de son côté. Par ailleurs, à l'époque, l'Église n'avait aucune raison, ou du moins elle pensait ne pas en avoir, de s'opposer à la mafia. Donc, entre mafia et Église, l'étreinte mortelle a duré jusqu'aux années 90 du XXe siècle. Ce lien perdure toujours, comme en témoigne la procession du Vendredi Saint à Trapani, un bastion de la mafia situé dans l'ouest de la Sicile. Du baroque espagnol. Un décor imaginé par des jésuites pour renforcer l'emprise de l'Église sur le peuple en organisant des fêtes et des processions spectaculaires. Trop heureux de pouvoir jouer les figurants, les habitants se pliaient à ces rituels censés les immuniser contre les réformateurs antipapistes ou pire encore, contre les libéraux et les révolutionnaires qui propageaient l'athéisme. Chacun peut se reconnaître dans le chemin de croix. Jésus, trahi et supplicié, la Vierge éplorée, ou les chrétiens martyrs. Le peuple d'Italie du Sud n'a-t-il pas lui aussi été trahi et abandonné de tous, livré à un oppresseur étranger pendant des siècles? Des générations de mères n'ont-elles pas pleuré leurs fils et leurs filles enlevés, disparus, assassinés? La contre-réforme, dont l'Espagne était le fer de lance, a très habilement exploité ce sentiment, tout autant que les mafiosi. Ils sont entrés en scène comme les successeurs des chevaliers chrétiens intrépides, comme les gardiens du peuple. Sans leur argent, les spectacles de cette envergure n'auraient jamais pu être réalisés. Ni d'ailleurs sans la participation active de la population. La mafia veut toujours dissimuler ses propres affaires et contrôler le territoire de façon discrète.
Cela passe par une surveillance secrète des manifestations populaires dans les villes et aussi par l'infiltration des confréries et des organisations locales. Toujours avec l'accord tacite de leurs dirigeants, pour mieux les utiliser à ses propres fins. L'arrière-pays. Pas la moindre ferme, pas de fleuve ni de rivière, à peine un bosquet de temps à autre. Un paysage dévasté, exsangue. Autrefois pourtant, la Sicile était une île sillonnée de cours d'eau et couverte de forêts. C'était le grenier à blé de l'Empire romain. La noblesse sicilienne l'a menée à son déclin, à l'exemple des Espagnols qui exploitaient leurs colonies et leur population comme on presse un citron jusqu'à la dernière goutte avant de les abandonner à leur sort, sans se soucier de leur avenir. Le système féodal de la grande propriété, où seule la noblesse dictait les lois, s'est maintenu jusqu'au milieu du XXe siècle dans 2 régions d'Europe, en Andalousie et en Italie du Sud. L'économie reposait sur une exploitation impitoyable et abusive, que ce soit dans l'agriculture, les marais salants ou encore les mines de soufre. Tout ce que les révolutions en Amérique et en France avaient apporté aux droits de l'homme butait ici sur le conservatisme de l'Église, du roi et de la noblesse, même la protection des enfants. Un principe immuable prévalait, l'exercice du pouvoir était un privilège de la classe possédante et la valeur d'une vie humaine se mesurait à l'aune de ce qu'elle rapportait. On a fait une déclaration de principe de la fin de l'État féodal, mais en réalité, il n'a jamais cessé d'exister. Cet ordre figé mis en place par l'aristocratie sicilienne, l'Église catholique et la couronne d'Espagne a servi de modèle à la mafia. La noblesse d'Italie du Sud continuait de se référer à l'aristocratie de Londres et de Paris. Mais elle a rapidement été dépassée par les bouleversements qui ébranlaient le reste de l'Europe. Pour faire bonne figure devant les seigneurs espagnols et gagner leur faveur, les nobles siciliens rivalisaient entre eux, ce qui devait provoquer leur propre ruine. Au début du XVIIIe siècle, on a laissé les domaines aux mains de gérants et on a construit les palais le plus près possible du pouvoir. On pourrait appeler cela l'effet Versailles. Cette société figée ne laisse aucune place à la libre entreprise et à la citoyenneté. Il n'y avait pas en Sicile de classe intermédiaire, plus cultivée, correspondant dans d'autres régions à la bourgeoisie. Des paysans qui voulaient se mettre à leur compte, ça n'avait jamais existé ici. Les gabeleurs, ces personnages qui percevaient les gabelles pour le compte de princes qui menaient grande vie à Palerme, ont en fait été les premiers à contrôler les personnes et les choses. C'est ce qui finalement a contribué à l'érosion du patrimoine de ces nobles et à leur disparition. Mais cela ne les préoccupait pas. L'insurrection des masses, qui ne possédaient rien et n'avaient aucun droit, voilà ce que les grands propriétaires terriens, y compris l'Église catholique, redoutaient le plus. Et cette crainte était fondée. Car les révoltes désespérées auxquelles se livrait le peuple se soldaient souvent par des pillages et des débordements d'une violence aveugle. Le premier devoir du gabeleur, le régisseur de domaine, consistait à réprimer ces révoltes
et à mater les bandes de brigands qu'elle laissait dans leur sillage. En contrepartie, il obtenait des privilèges, des pouvoirs et des armes. Cette situation a favorisé la fusion entre une pègre criminelle en plein essor et une classe dominante en perte de vitesse. Nel momento in cui si prende il controllo del territorio, les gabeleurs ont pris le contrôle du territoire en s'appuyant sur les anciens privilèges de l'aristocratie. Un droit de contrôle absolu, allant du pouvoir militaire au pouvoir pénal et juridictionnel. Les aristocrates faisaient un usage très limité de ces droits, car ils n'avaient aucun intérêt à provoquer l'hostilité de leur fief. Les gabeleurs, en revanche, avaient besoin de créer des armées pour accroître leur prestige et leur pouvoir. Ils ont donc formé des petites armées locales permettant d'exercer leur pouvoir soi-disant au nom du prince. C'est sur ce terrain qu'est née la mafia. Ils empruntent le langage, les rituels et les attitudes des chevaliers de la noblesse espagnole, mais aussi de l'Église catholique, prêtent serment sur la Bible, se comportent comme les membres d'une conspiration de justes et de défenseurs des opprimés et se prétendent au service du peuple et du christianisme. En réalité, ils servent exclusivement leur organisation secrète et son but suprême, s'arroger le pouvoir et s'enrichir à tout prix. La mafia tirait sa force de sa capacité à recourir à la violence et parfois de mettre ses menaces à exécution par le meurtre. Le représentant de la grande propriété terrienne, qui exerce les privilèges et les prérogatives de la noblesse, est un fidèle allié de l'Église catholique. Pour la masse inculte des campagnes et des villes, il devient le véritable boss, le chef tout-puissant, l'intermédiaire incontournable. Il est issu de leur rang et parle leur langue. Parce qu'il défend l'honneur de ses hommes, au besoin par la violence et contre les dirigeants réputés invulnérables, il jouit d'une grande admiration. C'est pourquoi on le nomme aussi homme d'honneur. Les femmes, jeunes filles, épouses ou mères, jouent un rôle clé dans cette notion d'honneur. Les femmes restaient à la maison, non pas parce qu'elles jouaient un rôle secondaire, mais bien au contraire parce qu'elles étaient chargées de transmettre la culture mafieuse. Le dialecte et la culture se transmettent de la bouche de la mère à l'oreille de l'enfant. La femme a donc un rôle central dans cette affaire, et cela dès le berceau. Dans la classe populaire, le bien le plus précieux d'un père est la virginité de sa fille. Si elle est séduite avant le mariage ou pire, violée, il doit se servir de son arme. À moins qu'il ne s'adresse à l'homme d'honneur, le mafioso. Dans un premier temps, ce dernier tente de jouer les médiateurs en arrangeant un mariage. Mais s'il échoue, il se charge lui-même de régler le problème par la violence. En règle générale, il agit en toute impunité puisqu'il a la faveur des plus hautes instances. Et cela ne fait qu'augmenter son prestige aux yeux du peuple. Mais la bienveillance de l'homme d'honneur s'arrête dès que les intérêts de l'organisation sont en danger. Et même une jeune fille peut être assassinée. Graziella Campagna a grandi dans une petite ville sicilienne. Un jour, elle apprend par hasard qu'un mafioso recherché par la police se cache près de chez elle. Parce qu'elle en sait trop, elle est assassinée de sang-froid, à peine âgée de 18 ans.
En Italie du Sud, les cimetières sont remplis de victimes de la mafia. Le plus souvent, les tueurs ne sont pas identifiés. Le cas de Graziella Campagna est une exception. Sans le moindre soutien et en dépit de la résistance des autorités et des habitants, son frère, qui est gendarme, retrouve la trace des assassins. C'était une gamine qui n'avait rien à voir avec la mafia. Elle n'était ni pour ni contre. Donc, quand elle a été tuée de façon barbare et abandonnée dans la rue, on a compris que c'était un avertissement pour tous. À travers ce meurtre barbare, la mafia a fait comprendre qu'on risquait tous la même chose. Les chefs mafieux ont la haute main sur l'attribution des marchés et des emplois. Mais c'est surtout leur zèle à propager la terreur qui explique pourquoi la majeure partie de la population d'Italie du Sud supporte en silence le système meurtrier des mafias. Un homme abattu par la mafia s'est en toute logique rendu coupable. Il a forcément bafoué l'une de ses règles. Il en aura trop dit ou trop vu, aura blessé l'honneur d'un homme ou d'une famille, aura collaboré avec la police ou séduit la femme d'un mafioso. La victime a enfreint l'une des règles tacites des 3 chevaliers espagnols. Et pour ça, il n'existe qu'un seul châtiment, la mort. La punition la plus atroce infligée par la mafia. La victime est enlevée et assassinée avant d'être enfouie quelque part ou dissoute dans l'acide chlorhydrique. Sa famille reste dans l'incertitude et en l'absence de dépouille, elle n'aura pas de tombe où se recueillir. Depuis plus d'un siècle et demi, le régime de terreur de la mafia s'appuie sur ces méthodes à la fois explicites et tacites. De tout temps, la mafia sicilienne a exercé son influence sur la province voisine de Calabre. Le détroit qui sépare Messine et Reggio des Calabres est large de 3 à 8 km. La pointe de la botte italienne est restée une région inaccessible et délaissée jusqu'au milieu du XXe siècle. Mais la Calabre n'a pas toujours été coupée du monde. Les armées napoléoniennes y avaient importé certains acquis de la Révolution française. Le régime féodal avait été aboli, et les gens du peuple avaient le droit d'acheter des terres. Dans les villes portuaires, le commerce et l'industrie s'étaient développés. Mais l'arrière-pays demeurait inexploité, un paysage trop montagneux, un climat trop ingrat, des chemins à peine carrossables et une multitude de bandes de brigands, parmi lesquelles les femmes étaient étonnamment nombreuses. Ce phénomène n'était pas le fait du hasard. Dans cette région escarpée, où le prochain village se trouvait à des journées de marche, les grandes familles devaient s'organiser, notamment en formant des bandes de brigands. Cette structure est à la base de la mafia calabraise, l''ndrangheta. L'ndrangheta a une structure familiale qui la rend unique dans le paysage mafieux italien. Au sens où la plupart des proches de parrains mafieux sont à leur tour ndranghetisti, c'est-à-dire baptisés selon un rituel secret. Le mot grec « drangheta » peut se traduire par « association d'hommes valeureux ». Dans l'Antiquité, la Calabre était une colonie grecque. Aujourd'hui encore, on parle un dialecte grec dans certains villages de montagne, ce qui contribue encore à l'opacité de l''ndrangheta.
En Sicile, il fallait une force armée pour protéger les grands domaines. Là où il n'y avait pas de latifundia, comme en Calabre, la situation était complètement différente. Dans la province de Reggio de Calabre, le développement économique était possible et les petits propriétaires pensaient que le meilleur moyen de gagner de l'argent était de faire le mafieux. Là où l'on cultive l'olivier, les fruits et les légumes, partout où la production agricole fait prospérer le commerce, l'Ndrangheta occupe des positions clés. Mais sa présence ne se limite pas aux régions côtières. Les oliveraies, qui mettent des décennies à porter leurs fruits, lui importent peu. Ces terres d'élection se trouvent dans les villages de montagne. Elles transportent et livrent la production des petits paysans sur les marchés, dictent les prix, prélèvent des droits de douane et recouvrent des impôts. Partout où naît la richesse, la mafia finit par faire la loi. C'est également le cas de l'Ndrangheta. Les villages et les villes situés sur les contreforts de l'Aspromonte sont restés sa base opérationnelle jusqu'à nos jours. Ici, comme dans les plaines côtières, elle a le monopole de la violence. L'État italien unifié n'avait ni les moyens ni l'intérêt de contrôler jusque dans ses moindres recoins cette région pauvre et difficilement praticable. L'Ndrangheta décide seule de ce qui doit être exploité, mis à profit ou éliminé, qu'il s'agisse d'êtres humains ou du bois des oliviers plutôt que de leurs fruits. Les économistes appellent ça le capitalisme carnassier. Les chefs de l'Ndrangheta ne se sont jamais regroupés au sein d'une organisation centralisée. Sur son territoire, chacun joue le rôle du juge, du gendarme, du fisc, du conseiller matrimonial, de l'employeur et du bailleur de fonds. Il incarne l'État, l'économie, le pouvoir. Quiconque ne paie pas son tribut à ces hommes ou leur manque de respect est sérieusement menacé. Dans le pire des cas, il est assassiné. C'est ce qui est arrivé à Lolo Cartisano, un photographe de Bovalino, dont le corps a été retrouvé au pied de cette falaise, 10 ans après sa disparition. L'homme souriant au centre de cette photo a été assassiné après avoir été enlevé. Déborah, sa fille, a exigé l'élucidation du crime, alors que les autorités, comme d'habitude, faisaient traîner l'instruction. Par peur de représailles, la plupart des familles de victimes préfèrent garder le silence. Selon moi, c'est une mentalité un peu malsaine que nous avons dans le Sud. Notre problème, ce n'est pas seulement la mafia, c'est la mentalité mafieuse. C'est ça qui ravage le sud de l'Italie. Le père de son amie Stefania a lui aussi été assassiné. Son seul tort, avoir refusé de payer l'impôt de la mafia à l'Ndrangheta. Nous ne nous sentons pas soutenus. C'est comme si nous n'étions plus les victimes de ces crimes, mais d'une certaine manière les responsables. Peut-être par peur d'admettre que ces choses peuvent arriver, ou probablement aussi par intérêt. Parce que chez nous, c'est typique de penser que si quelqu'un subit un tort, cela signifie qu'il n'est pas forcément innocent. Ce lieu est plein de lumière, mais nous ne nous en rendons pas compte. Mais je crois que cette sensation est partagée par tous. Mon plus grand regret, c'est que mon père espérait une vie meilleure pour nous et que sa mort n'a servi à rien. C'est triste pour moi, mais c'est terrible pour la société dans laquelle je vis. L'autoroute du Soleil, en construction depuis 50 ans. Pour les entreprises de travaux publics de l'Ndrangheta, c'est une source de revenus intarissable. En Campanie et à Naples, sa capitale, c'est le règne de la Camorra. La plus ancienne des mafias d'Italie du Sud a toujours été citadine, bien ancrée dans les quartiers de Naples. À l'époque où la ville surpeuplée appartenait aux Bourbons d'Espagne,
La Camorra était à la fois le porte-parole des masses incultes et l'allié intime de la maison royale et de son appareil d'État. La Camorra a été un rouage de l'État jusqu'à la fin de la domination espagnole sur l'Italie du Sud. Les Bourbons étaient très durs avec les opposants au royaume, mais pas avec ceux qui leur étaient dévoués. La majorité de la classe populaire était du côté des Bourbons, qui lui garantissaient une sorte de zone franche où elle pouvait faire ce qu'elle voulait. En plein centre-ville, des hommes sont en train d'agrandir un rez-de-chaussée en toute tranquillité. Même avec la meilleure volonté du monde, il ne saurait y avoir de permis de construire pour un tel chantier. Cette illégalité tolérée a généré une sorte de morale de l'illégalité dans la culture napolitaine. Le quartier de Sanita, au centre-ville, est entièrement aux mains des clans de la Camorra. Le trafic de drogue a provoqué des luttes internes sanglantes, entraînant la mort de plus de 1000 personnes par an. Jusqu'à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale, les Camorristi se réunissaient régulièrement dans les catacombes situées sous les églises de leur quartier pour discuter, à la manière d'un conseil municipal, de leurs activités et des affaires publiques. Lors d'élections ou de prises de décisions importantes, ils tenaient beaucoup à respecter les règles de la démocratie. Eux aussi étaient profondément catholiques et ils le sont toujours. Mais contrairement aux mafias siciliennes et calabraises, leurs coutumes témoignent d'une plus grande ouverture. Malgré ses rites secrets, la Camorra a toujours éprouvé le besoin d'exister publiquement. La Camorra de ville est une criminalité urbaine typique des grandes villes d'Occident. À la différence de Londres ou Paris, où ces formes criminelles sous-prolétariennes ont été résorbées par la modernité, la Camorra napolitaine, qui est un phénomène issu des classes subalternes de la plèbe napolitaine, n'a pas disparu. À Naples, on ne se contente pas de recycler les vêtements usagés. Contrefaçon, falsification et contrebande sont monnaie courante. Au XIXe siècle, tous ces trafics étaient sous contrôle. Un guapo, un chef de la Camorra, régnait sur chaque quartier. Le camorriste napolitain portait une ceinture rouge, un chapeau particulier et une veste courte. Il portait souvent de nombreuses bagues et des colliers. Il était tape à l'œil. C'était une sorte de nécessité dans une ville surpeuplée comme Naples pour canaliser la violence. À la différence d'aujourd'hui, le guapo avait recours à des moyens subtils pour exercer son pouvoir. À Naples, le crime d'honneur n'existait pas, mais il y avait la balafre. Quand quelqu'un commettait un acte que le camorriste estimait incorrect, il lui balafrait le visage. La balafre permettait au camorriste d'éviter la prison, et la personne balafrée portait l'outrage sur le visage pendant toute sa vie. En cas de dispute entre camorristes, on organisait un duel à Naples, un zumpata. Le duel était une manière de résoudre les conflits sans presque jamais en arriver au crime. À Naples, une ville où la violence est omniprésente. Ces formes criminelles incitaient paradoxalement à la violence tout en la contrôlant. C'est une chose singulière, l'ordre dans le désordre, le contrôle social de la violence. Le peuple vivait dans le centre-ville, car les nobles napolitains ne faisaient rien, à part gaspiller leurs ressources et perdre tout leur argent en jouant aux cartes, ce qui les obligeait à louer leur palais. Il y avait donc une sorte de communauté qui incluait toutes les classes, des nobles aux professions libérales, aux ouvriers et artisans jusqu'aux classes populaires. Les bassi, cette configuration de maisons typiques de Naples, des rez-de-chaussée ouverts sur la rue,
était habité par les classes populaires qui, de temps en temps, menaçaient de se révolter. Et par peur d'une révolte, les dirigeants ont permis une illégalité des masses, une des illégalités de masse les plus importantes du monde occidental. Puissants et misérables se rejoignent dans un catholicisme populaire. Combinée à la tolérance vis-à-vis de la petite délinquance, la religion permet de juguler les velléités de rébellion qui animent les plus défavorisés. Ce système aurait pu fonctionner éternellement. Mais en 1860, Giuseppe Garibaldi, suivi d'un millier de volontaires, met un terme au règne des Bourbons en Italie du Sud. Il est soutenu par la Maison royale de Savoie, des loges maçonniques, des nationalistes et des républicains. Faiblement armé, Garibaldi et ses volontaires n'auraient pas eu la moindre chance de vaincre les troupes des Bourbons d'Espagne sans l'aide d'un groupe d'influence implanté localement. Or, ni la noblesse sicilienne, ni l'Église catholique n'étaient prêts à les soutenir. Une chose est certaine, des petits groupes mafieux ont pris part à la révolte garibaldienne en Sicile, à Palerme, car il était dans leur intérêt qu'il y ait un changement. Garibaldi progresse rapidement jusqu'à Naples. Le préfet de police craint que la Camorra, fidèle aux Bourbons, ne provoque un bain de sang en mobilisant le peuple contre les troupes révolutionnaires. Il réfléchit longuement et décide de réunir tous les parrains de la Camorra pour les enrôler dans la garde nationale, dans la police. Le passage de Garibaldi à Naples a été un des rares cas dans l'histoire de Naples où il n'y a eu aucune émeute, parce que la Camorra était la police. Une histoire qui n'a aucun équivalent dans un autre pays européen. La Camorra a donc exercé des fonctions de police. L'unification de l'Italie n'est pas encore achevée. Depuis Rome, le pape règne sur son propre État, au cœur du pays. En 1870, les troupes de la Maison royale de Piémont assiègent les États pontificaux. Après leur capitulation, Rome devient la capitale de la monarchie constitutionnelle de l'Italie unifiée. Après plus de 1000 ans d'existence, les États pontificaux sont rayés de la carte. Après cette défaite, les papes se retirent dans le minuscule État du Vatican au centre de Rome. En signe de protestation, ils refusent pendant des décennies de collaborer avec le nouvel État italien et vont jusqu'à interdire à leurs fidèles d'aller voter. Très attachée au pape, l'Italie du Sud soutient massivement le Vatican. Les mafias contestent elles aussi le nouvel État, qui les traque comme de vulgaires criminels. Pourtant, la confiscation des biens de l'Église aura profité à plus d'un chef de la mafia. Après l'unité italienne, certains gabeleurs appartenant à cette classe, disons, intermédiaire, ont réussi à obtenir les terres soustraites à l'Église. Et quelques-uns ont même été anoblis. C'était leur rêve, prendre la place de ceux qui les avaient précédés. Parmi les hommes politiques de l'Italie unifiée, pas un seul n'avait soupçonné que le sud du pays était une véritable poudrière. Quand Garibaldi est arrivé d'abord en Sicile et ensuite en Calabre, il a promis de donner les terres des barons aux paysans. Cette promesse n'a pas été tenue, car les barons ont immédiatement pris le dessus et annulé cette promesse. E i baroni presero subito sopravvento, cancellarono queste aperture, queste promesse. La conséquence, une explosion du banditisme en Italie du Sud. Réaction du nouveau gouvernement,
Rome envoie l'armée. Celle-ci démantèle les bandes de brigands d'une main de fer et liquide leurs meneurs. Quant au système féodal d'Italie du Sud, il ne change pas d'un iota. Ce que disait Tomasi di Lampedusa dans Le Guépard est arrivé. Il faut que tout change pour que tout reste comme avant. Palerme, dans les années 1900. L'influence de l'Église sur la vie culturelle reste très importante. Privée de droits, la masse de la population vit dans des conditions misérables qui choquent les voyageurs venus du Nord. La noblesse sicilienne se comporte comme si rien n'avait changé, comme si la Révolution française, la libéralisation après 1848 ou la Révolution industrielle n'avaient pas eu lieu. Ses fils sont toujours destinés aux mêmes carrières. Après une jeunesse débridée, la fréquentation régulière des bordels, ils accèdent à des postes élevés dans l'armée ou l'administration. Puis ils font un mariage conforme à leur rang, ou presque, puisque les alliances avec des descendants de familles mafieuses deviennent plus courantes. Ce sont eux, en effet, qui détiennent maintenant ce qui manque à la noblesse, l'argent. Avec un dynamisme, une détermination et une brutalité sans pareil, les mafias d'Italie du Sud accaparent tous les secteurs économiques dont les profits sont garantis. D'abord l'agriculture et la pêche, puis les marchés des villes. Elles s'approprient, au besoin par la violence, tout ce que le système féodal revendiquait pour lui seul, le pouvoir, la richesse, l'impunité. Une tradition pour le moins symbolique, la matanza. Autrefois, l'abattage des thons et leur transformation était une affaire juteuse. Les mafiosi la contrôlaient du début à la fin de la chaîne. Les thons sont isolés de leurs bancs et poussés dans des filets pour y être cruellement massacrés. La mafia ne procède pas autrement avec ses victimes humaines. À tous les niveaux de la chaîne, chacun doit accepter les prix imposés par la mafia du thon, composée de 3 ou 4 familles, et verser le pizzo, une part de son maigre bénéfice, aux détenteurs du monopole. Sur les chalutiers, les pêcheurs étaient exploités jusqu'à la moelle. Les tentatives des syndicats pour améliorer leurs conditions de travail et augmenter les salaires ont été réprimées par la violence, ouverte ou dissimulée. Quiconque protestait, s'opposait aux diktats de la mafia du thon ou tentait de s'en affranchir, était éliminé et ses complices liquidés. Dès le milieu du XXe siècle et après avoir fait main basse sur les marchés de plein air, les mafias ont conquis les grandes villes et les ont défigurées sous des tonnes de béton en attaquant toutes les instances publiques qui cherchaient à les poursuivre. Sans hésiter à éliminer tous ceux qui, dans leur propre rang, refusaient de participer à la conquête de nouveaux marchés. Trafic de drogue, prostitution, blanchiment d'argent, raquettes, fraude fiscale, détournement de fonds publics, contrefaçon de denrées alimentaires et d'articles de marque, trafic illégal de déchets toxiques, trafic d'armes et traite d'êtres humains, génèrent des profits exorbitants. Le chiffre d'affaires s'élève à 150 milliards d'euros. Milan, la métropole financière et industrielle de l'Italie, est devenue leur base dans le nord du pays.
D'après les estimations de la lutte anti-mafia, elles investissent des centaines de millions dans des projets pharaoniques, comme par exemple l'exposition universelle de 2015. Elles font circuler leur argent sale habilement blanchi dans de grands groupes d'assurance et des banques internationales. Selon la Banque nationale d'Italie, elles jouent un rôle de plus en plus actif sur les plus grandes places boursières du monde. Les mafias d'Italie du Sud n'ont jamais accepté l'état de droit. C'est précisément sur ce point que la plupart des Italiens du Sud les rejoignent. À leurs yeux, l'État italien moderne n'est ni juste ni progressiste. Trop de traditions bafouées, de susceptibilités blessées, trop d'avantages accordés au Nord au détriment du Sud. L'autorité de la mafia se nourrit d'une conception de l'ordre, de la stabilité, de l'indulgence et de l'asservissement qui relève de la tradition féodale. Le système mafieux n'est ni exalté ni glorifié. Il s'agit bel et bien d'un régime de terreur. Mais ce système a fait ses preuves. Son caractère moyenâgeux et anachronique n'est qu'apparent. En réalité, il est d'une modernité effrayante, d'une efficacité redoutable et parfaitement adapté au monde globalisé. Restez avec nous pour suivre dans quelques instants la deuxième partie de notre grand documentaire consacré à la mafia. Et pour répondre à cette question, pourquoi la mafia est-elle si difficile à combattre ?